Bonjour à tous, bon, c'est un grand plaisir d'être avec vous de manière virtuelle pour vous parler des relations génotype-phénotype dans l'hypertension artérielle pulmonaire et puis on parlera aussi de la maladie véno-occlusive pulmonaire. Donc voilà mes conflits d'intérêts. Donc cette classification, vous la connaissez parfaitement, donc je vais pas revenir dessus, mais il y a quand même deux situations particulières qui sont associées à des maladies héréditaires, qui sont bien sûr l'HTAP héritable, quand il y a plusieurs cas dans une famille avec ou sans gène identifié, ou quand des cas sporadiques avec une mutation identifiée, et la maladie véno-occlusive pulmonaire avec l'atteinte spécifique vénulaire et capillaire qu'on sait pas sûr. Donc sur les gènes de prédisposition à l'hypertension artérielle pulmonaire, il y a eu beaucoup d'avancées depuis 1954 où a été décrite la première famille d'HTAP familiale. Vous voyez cette famille publiée en 1954 par Drysdale qui retrouve trois membres de la famille avec une transmission qui a l'air autosomique dominante et trois cas d'HTAP. En fait, la découverte des gènes a été directement liée à l'amélioration des techniques de séquençage, où on est passé pour des choses qui étaient initialement extrêmement lourdes et difficiles, à du séquençage de gènes candidats, à du whole exome sequencing et maintenant du génome sequencing. On peut avoir accès à tout le génome des patients atteints d'HTAP ou en tout cas dans les formes d'HTAP familiales sur lesquelles on ne trouve pas de gènes. Le gène le plus important qui a été mis en évidence et qui reste le gène le plus fréquent, c'est le gène BMPR2. Et après, il y a eu toute une cascade dans les années qui ont suivi où on a pu découvrir l'implication de gènes qui touchaient la même voie, la voie de ce récepteur BMPR2, et donc qui est un membre des récepteurs du TGF-bêta. Et donc, on a découvert des gènes dans cette cascade. Puis, on en parlera, mais des gènes liés au développement. Et puis la deuxième grande modification, c'est la découverte du gène IF2AK4 qui est spécifique d'une maladie particulière qui est la maladie véno-occlusive pulmonaire. Et donc toutes les transmissions sont autosomiques dominantes dans l'HTAP, excepté pour le IF2AK4 qui lui a une transmission autosomique récessive. Et puis bien sûr maintenant avec les nouvelles techniques, comme je vous disais, de génome, de nouveaux gènes vont être identifiés, mais concernant probablement que quelques cas dans le monde à chaque fois. Alors voilà comment on peut résumer les gènes qui sont découverts actuellement. Vous voyez, il y a pas mal de gènes qui sont directement liés à la voie de BMPR2 et du TGF-bêta. Il y a aussi un gène impliqué dans la canal potassique, et donc c'est quand même important puisque depuis très longtemps la physiopathologie de l'HTAP est supposée être en lien avec la vasoconstriction, de trouver un canal, dans un mot, des gènes du développement, et ça c'est les derniers gènes identifiés et les nouveautés dans ce cadre. Et puis IF2AK4 pour la maladie véno-occlusive pulmonaire. Alors si on s'intéresse à la relation génotype-phénotype, bien sûr là où on a le plus d'informations c'est pour BMPR2, parce que c'est là où il y a le plus de malades. Donc BMPR2 en un mot, sur le chromosome 2, identification en 2000 des premières mutations de BMPR2, c'est un membre des récepteurs du TGF-bêta, il y a toute une cascade et ça est impliqué dans le contrôle de la prolifération des cellules musculaires lisses en particulier. Donc quand la voie est défaillante, comme BMPR2 est muté, il y a une balance et Marc vous en a parlé sur d'autres voies et la possibilité probablement d'avoir des thérapeutiques ciblées maintenant sur cette voie. Donc quand cette voie est dysfonctionnelle, il y a un accroissement de la prolifération des cellules musculaires lisses et du remodelage vasculaire pulmonaire. Alors si on teste toute une population de patients avec une HTAP sporadique ou familiale, on va retrouver 20% de porteurs de mutation BMPR2. Et là, vous avez à droite les données du centre de référence. Ce qui est important de noter, c'est que bien sûr, quand on a une forme familiale, on va observer 90% des cas de la mutation BMPR2, puis dans d'autres cas des formes plus rares de gènes. Mais quand on a une forme sporadique, c'est-à-dire un seul cas, vous testez quelqu'un qui a une HTAP, personne n'a d'HTAP dans sa famille, on trouve quand même 17% de patients avec une mutation BMPR2. Donc ça veut dire que c'est extrêmement important de tester, y compris les formes isolées. Alors pourquoi on a des formes isolées alors que c'est une maladie génétique? L'explication est simple et est vraie pour tous les gènes impliqués dans l'HTAP en dehors de la maladie véno-occlusive pulmonaire, c'est que cette transmission, elle est autosomique dominante, à pénétrance incomplète, avec une prédominance féminine. Donc ça veut dire que dans une famille, il peut y avoir beaucoup de porteurs sains
ou en tout cas de porteurs de mutations qui n'ont pas encore développé la maladie. Et donc, quand un patient a une HTAP, ça peut être le premier cas. Et l'incidence de la survenue d'une HTAP, maintenant on a des données avec l'étude Delphi 2 qu'on a pu faire sur le dépistage. En gros, on estime que c'est 1% pour un homme par an de risque de développer une HTAP quand on est porteur de BMPR2 et 3% chez la femme. Donc il y a une prédominance féminine aussi, quel que soit le type de mutation qu'on regarde dans l'HTAP. Alors le phénotype de ces patients, et c'est des études qu'on avait pu faire dès 2008, mais qui ont été confirmées sur des cohortes internationales qui ont poolé plus de 1600 patients, et ben les patients qui sont porteurs de mutation de BMPR2, ils sont plus jeunes au diagnostic, en moyenne 35 ans, contre 42 ans pour les non-porteurs. Il y a une prédominance de femmes, mais c'est la même, c'est-à-dire que les femmes représentent en gros 70% des patients. Il y a aussi une plus grande sévérité hémodynamique au diagnostic. C'est des malades qui ont souvent des hémodynamiques extrêmement perturbées au moment du diagnostic. Un autre phénotype particulier aux porteurs de mutation BMPR2, c'est qu'on n'observe pas, ou alors excessivement rarement, de répondeurs en aigu au monoxyde d'azote. Et même lorsqu'ils sont répondeurs en aigu au monoxyde d'azote, c'est pas des répondeurs au long cours aux inhibiteurs calciques. Donc c'est vraiment une maladie de la prolifération, c'est pas des malades qui ont juste une vasoconstriction qu'on va pouvoir traiter par inhibiteur calcique. Donc ces malades-là n'ont pas de réponse aux inhibiteurs calciques. Quand on regarde l'autre point important du phénotype, c'est que quand on a une mutation BMPR2, quand on regarde le temps avant décès ou transplantation, bah, ces malades meurent plus et sont plus vite transplantés parce qu'ils sont plus sévères. Alors bien sûr, l'âge est un peu différent, donc si on regarde à droite chez les malades qui ont moins de 50 ans, bah, c'est la même chose, c'est même encore plus important. Ces malades porteurs de mutation de BMPR2 ont un plus mauvais pronostic. Alors maintenant qu'on les traite de manière plus agressive, quand on identifie qu'il y a une mutation de BMPR2, probablement que ce qu'on voit là est plus tout à fait vrai parce qu'on est plus vite agressif sur la trithérapie par exemple. Alors dans les autres gènes qui ont été identifiés, on a eu des gènes identifiés sur la cascade de BMPR2. Et les premiers c'est ACVRL1 ou ALK1 et endoglin, qui sont en fait des noms qui vous disent probablement quelque chose puisque c'est les gènes responsables de la maladie de Randu-Osler. Et il y a des patients qui développent une hypertension artérielle pulmonaire dans un contexte de maladie de Randu-Osler. Alors comment sont ces malades-là? Si on les compare à des patients porteurs de mutation BMPR2, ben, ils sont encore plus jeunes. On trouve encore cette prédominance féminine, elle est encore plus marquée, alors que le Randu-Osler, il n'y a pas de prédominance féminine. L'âge au diagnostic est extrêmement jeune, 20 ans, il y a beaucoup de cas pédiatriques. Et bien sûr, ou en tout cas comme pour les BMPR2, il n'y a pas de réponse en aigu chez ces patients ayant une hypertension artérielle pulmonaire associée à un gène de Randu-Osler, notamment ALK1, qui est le plus fréquemment observé. La survie, encore plus mauvaise, avec un pronostic très réservé chez ces patients. Donc le point clé, le message clé de ça, c'est qu'il faut rechercher des signes de Randu-Osler chez les patients qui ont une HTAP, et il faut aussi interroger sur leur famille. Est-ce qu'il y a des épistaxis dans leur famille? Est-ce qu'il y a des signes de Randu-Osler? Pourquoi c'est important? Parce que vu que je vous ai dit que là j'étais jeune au diagnostic, la plupart des malades avec un Randu-Osler ont une pénétrance complète. C'est une maladie qu'une pénétrance complète. À 50 ans, on a des signes de Randu-Osler quasiment à tous les coups. Sauf que quand on diagnostique à 20 ans, l'HTAP peut être le premier signe de Randu-Osler. Donc c'est vrai qu'on ne retrouve pas tout le temps ces signes, et parfois de manière vraiment légère, et en tout cas des fois on retrouve dans la famille l'histoire d'épistaxis récidivant et on fait le diagnostic à cette occasion. Donc, pensez à regarder et rechercher un Randu-Osler. Alors dans la cascade de BMPR2, on a pu identifier des mutations de BMP9, des mutations des SMAD dans la cascade, SMAD1, SMAD8, alors le gène qui code SMAD1, SMAD8 c'est SMAD9, et SMAD4. Et donc, dans toute cette cascade, avec des phénotypes qui ont l'air très proches des phénotypes de mutation de BMPR2, entre BMPR2, quelques-uns avec peut-être des petits signes de Randu-Osler. Mais en tout cas, c'est un phénotype très proche. On ne peut pas vraiment avoir une orientation vers ces gènes-là. C'est beaucoup moins fréquent, c'est extrêmement rare, c'est quelques familles dans le monde, à la différence de BMPR2, qui représente 20% des patients. Alors, un autre gène très important qui a été identifié en 2013, c'est le gène KCNK3. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est le premier gène impliquant une canalopathie. Et c'est vrai que la physiopathe de l'HTAP, pensant à une vasoconstriction initiale, on était toujours étonné de jamais retrouver d'anomalie dans les voies de vasoconstriction. Alors, KCNK3, c'est quoi ça?
c'est un canal potassique, il contrôle le potentiel de membrane et donc des cellules musculaires lisses d'artères pulmonaires, donc on pourrait imaginer que ça favorise la vasoconstriction. Des malades ont été transplantés avec des mutations KCNK3, et ce qu'on peut voir chez ces malades-là, c'est qu'il y a énormément de remodelage aussi. Donc c'est pas des malades qui se présentent comme des répondeurs ou avec un phénotype particulier, ils se présentent exactement comme les autres formes d'HTAP, et avec un stade terminal, un remodelage très important. Alors, je vais pas venir en détail parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, notamment par Fabrice Antini dans le laboratoire sur KCNK3, sur leur rôle sur les cardiomyocytes, les cellules musculaires lisses et les cellules endothéliales, mais tout ça aboutit à la fin de l'histoire à de la prolifération et donc à ce remodelage extrêmement important qu'on a vu chez ces malades. Autres gènes qui sont, à mon avis, d'intérêt et qui sont plus récents, c'est des découvertes des gènes qui jouent sur le développement. Et ces malades-là ont des phénotypes particuliers et je pense qu'on peut, si on a l'œil et qu'on connaît leur présentation, on peut les suspecter sur les examens qu'on fait à nos malades avec une HTAP. Le premier, c'est TBX4. TBX4, c'est un gène de développement qui est responsable d'une maladie qui s'appelle le Small Patella Syndrome, qui est associé à des anomalies de la rotule, avec des aplasies et des hypoplasies de la rotule, des irrégularités d'ossification des jonctions ischio-pubiennes, des anomalies du pied, avec des pieds plats, des orteils qui sont courts, quatrième, cinquième, le premier, deuxième espace orteil, l'espace entre le premier et deuxième orteil très espacé, rarement des anomalies crânio-faciales. Et en fait, la plupart du temps, c'est extrêmement léger. C'est-à-dire que nous, quand on a découvert ces mutations chez des patients, en fait, on n'avait jamais noté nulle part qu'ils avaient des anomalies. Et en fait, c'est en leur posant la question qu'ils nous ont dit, ah bah oui, dans ma famille, on a tous des problèmes de genoux. À 30 ans, 40 ans, on a des problèmes de genoux, on a les pieds plats. Voilà, donc il faut penser à regarder les pieds. Donc systématiquement, on regarde les pieds, on interroge sur les genoux, on demande ça sur les antécédents familiaux. Il y a une grande variation phénotypique, c'est le cas avec tous les gènes de développement. C'est-à-dire que dans une même famille, avec le même mutation, le même gène de développement, il y a des malades qui ont des grosses anomalies osseuses, par exemple, et d'autres qui ont quasiment rien. Donc c'est quelque chose qui est assez courant dans les gènes de développement. Alors il y a deux pics, hein. On a des enfants, en gros, qui ont des HTAP associés à des mutations TBX4, et des adultes, les enfants ayant souvent des formes plus sévères d'anomalies osseuses, et puis des malades qui développent, on ne sait pas pourquoi, à 50, 60 ans, des HTAP, alors qu'ils avaient cette maladie où ils avaient quasiment jamais eu de symptômes, sauf qu'on leur avait dit qu'ils avaient les pieds plats. Et ce qui est très important, c'est que TBX4 est impliqué dans le développement du parenchyme pulmonaire et des bronches en particulier. Et donc, en fait, on peut trouver des anomalies. Voilà un malade qu'on suivait, on ne savait pas qu'il avait une HTAP TBX4 et de manière incroyable, hein, on n'avait pas fait très attention à ces anomalies, mais vous voyez un énorme diverticule trachéal, des anomalies à type de bulle, de poumon, peut-être un peu moins bien formées en distalité, et vous voyez ces bronches-là avec plein de kystes autour des bronches, et on a pu décrire ce phénotype associé aux mutations TBX4. Donc si vous avez un malade qui a ça, il faut regarder ses bronches. Si vous voyez ça sur les bronches, c'est peut-être qu'il a une mutation TBX4, il faut lui poser la question sur les pieds et les genoux. Et ces malades ont aussi énormément de remodelage vasculaire pulmonaire. TBX4 est appliqué dans la prolifération, hein. Ils ont aussi des anomalies du parenchyme pulmonaire, pas toujours, et parfois extrêmement faibles. Donc c'est pas des HTAP du groupe 3, hein. Ils ont la plupart du temps des EFR normales, mais par contre ils ont une maladie vasculaire pulmonaire liée à la mutation TBX4. Autre gène de développement, KDR. Pareil, un gène de développement, KDR, c'est le récepteur du VEGF, hein, impliqué dans l'angiogénèse, le développement du parenchyme pulmonaire. On a des malades, ça c'est une famille qui a été suivie dans le réseau français. Il y a une famille à Dijon, une famille à Strasbourg, où il y a des patients qui ont des mutations KDR avec des anomalies du parenchyme pulmonaire. Vous voyez, c'est une sorte de maladie interstitielle, mais très mal étiquetée, sans retentissement fonctionnel majeur, excepté qu'ils ont une DLCO basse et un remodelage vasculaire pulmonaire et une HTAP qui est parfois sévère. Et dans cette famille, par exemple, les porteurs de mutations qui n'avaient pas d'HTAP avaient déjà une DLCO basse, 53%, 50%, alors que les enfants de ces patients qui n'avaient pas la mutation, eux avaient des DLCO normales. Donc c'est intriqué, développement du parenchyme pulmonaire, développement des vaisseaux pulmonaires, et ça donne des phénotypes un peu particuliers. Autre gène,
le gène SOX17 qui est directement impliqué dans l'angiogénèse. Et voilà une patiente qu'on suivait et plusieurs patients qu'on a transplantés. Et en fait, si on regarde bien, ils ont un parenchyme qui est pas du tout normal avec des opacités floues. On avait au début suspecté une maladie véno-occlusive, même si ça ressemblait pas vraiment. Et puis en regardant bien ces angioscanners, vous voyez qu'il y a plein d'anomalies vasculaires qui sont des connexions entre les veines et les artères, mais pas vraiment des malformations artério-veineuses, probablement des choses beaucoup plus complexes. Normalement, SOX17 est impliqué dans la transformation entre ce qui va faire des veines et ce qui va faire des artères. Et là, probablement que c'est dysfonctionnel et que on a des connexions qui se font anarchiques entre les vaisseaux pulmonaires. Et ces malades-là sont à haut risque d'hémoptysie et lorsqu'on en a transplanté aussi à haut risque de saignement lors de la transplantation. Et c'est fréquemment associé à des cardiopathies congénitales. Donc toutes ces anomalies du développement, TBX4, SOX17 sont elles sont aussi associées à des cardiopathies congénitales. Et je vais finir par dire un mot sur la maladie véno-occlusive pulmonaire que vous connaissez bien, qui touche les veines et les capillaires, comme vous le savez, avec des signes radiologiques, un pronostic qui est mauvais, une DLCO qui est faible. Et donc on a un gène identifié, EIF2AK4, et là c'est une transmission autosomique récessive. Donc dans les familles, on trouve souvent de la consanguinité. Et plusieurs membres de la famille sur la même génération, parce que les parents n'ont qu'un gène, ils sont pas à risque, les enfants ont qu'un gène touché, ils sont pas à risque. Par contre, les frères et sœurs peuvent avoir deux gènes touchés et peuvent développer la maladie. Alors, le EIF2AK4, il est appliqué dans plein de choses, et notamment l'Integrated Stress Response, sans qu'on sache bien pourquoi le fait d'avoir une mutation EIF2AK4 donne une maladie véno-occlusive pulmonaire. Et probablement qu'on a une réponse inadaptée à un stress extérieur, et peut-être que c'est la même voie qui est impliquée, par exemple, pour les patients qui vont développer une maladie véno-occlusive liée à une exposition au solvant. Et on avait aussi des malades avec une hémangiomatose capillaire pulmonaire, et on a retrouvé les mêmes mutations. Donc définitivement, hémangiomatose capillaire pulmonaire et maladie véno-occlusive, c'est la même maladie, avec le même background génétique lorsqu'il y a une forme héritable. Du point de vue du phénotype, quand on a une forme héritable de maladie véno-occlusive, on est très jeune, 25 ans, alors que quand on a une forme sporadique, on a plutôt 60 ans. On a un sexe ratio de 1-1 parce que c'est une transmission autosomique récessive, alors qu'on a plus d'hommes lorsque c'est des patients plus âgés, sporadiques, sans mutation identifiée. Et surtout, on ne trouve pas d'autres facteurs de risque lorsqu'on a une forme héritable, il suffit d'avoir les deux gènes mutés. Alors que quand on a une forme sporadique sans mutation, on trouve des expositions solvants ou des expositions chimiothérapies. Donc pour conclure, en pratique, il faut tester toutes les HTAP et MVO sporadiques et familiales, le proposer à tous ces patients. En général, on ne le faisait pas, mais probablement qu'il faut le faire parce que c'est associé à des anomalies des gènes du développement. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est face à une famille? Il faut rechercher des signes cliniques et bien interroger sur l'histoire familiale, en particulier pour des signes de randiosphère. Rechercher des antécédents de cardiopathie congénitale dans la famille, des anomalies osseuses, les genoux, les hanches, les pieds plats. Il faut bien regarder le scanner thoracique pour regarder si on a des signes de maladie véno-occlusive, si on a des anomalies bronchiques ou parenchymateuses, si on a des anomalies vasculaires pulmonaires qui peuvent tout ça évoquer des mutations dans les gènes de développement. Et puis bien sûr, une fois qu'on a identifié les mutations dans une famille, il faut proposer un dépistage aux apparentés. Je vous remercie.